Merci, Reda, de me passer la parole. Bonsoir à tous. Dans le groupe Ah, là, il me semble, Clarisse, vous avez un souci de connexion cette fois-ci. 9, nous avons continué les travaux. Est-ce que vous m'entendez là? Là, je vous entends, on va poursuivre. Si ça continue à être assuré, on passera au groupe 8, mais on vous écoute. D'accord. Donc, je disais, notre modérateur est le docteur Patricia Martin. Nous avons continué à travailler sur le défi qui est le financement durable de la surveillance qui avait été proposé par Asta Monglo. Donc, nous avons euh, modifié la mise en forme, mais concernant la main-d'œuvre, nous n'avons pas ajouté de nouveaux éléments. Concernant le laboratoire, ce qui concerne les forces, nous notons l'existence des postes de réception des échantillons dans les régions, du personnel formé pour la collecte et le transport adéquat des échantillons, l'existence d'un mécanisme de remboursement des frais de transport et les laboratoires mobiles. Comme faiblesse relevée, nous avons l'insuffisance des laboratoires de référence, le en nombre et aussi sur le point du plateau technique, nous avons noté aussi une irrégularité ou absence d'harmonisation du système de remboursement des frais de transport d'échantillons. Nous avons une faible implication des États dans le financement des activités de laboratoire parce qu'on note que la plupart des activités reposent sur les partenaires. Nous avons également relevé une faible disponibilité des appareillages ou des intrants de laboratoire, ainsi que des ressources humaines qualifiées. En opportunité, nous avons les partenaires techniques et financiers, ainsi que le système intégré de transport des échantillons biologiques qui peut faciliter les examens de laboratoire. Les menaces sont la crise économique et l'insécurité. Concernant les systèmes d'information, on note comme l'existence de systèmes d'information sanitaire innovants dans les pays qui utilisent des outils tels que DHIS2, ODK, la systématisation du circuit d'information, la disponibilité des outils de collecte à tous les niveaux, ainsi que des agents formés sur la gestion des informations. Aussi, des séances d'harmonisation des données qui permettent d'améliorer la qualité des données. Donc, dans les faiblesses, notons une insuffisance de financement pour la collecte des données ainsi que le suivi et la supervision formative. Notons également une insuffisance de motivation des gestionnaires des données, une multiplicité des outils de collecte qui peut parfois entraîner des données incohérentes au vu des différents outils utilisés, l'insuffisance d'analyse de la qualité des données également, ainsi que la vétusté du parc informatique qui peut altérer le processus de collecte des données. Les opportunités sont le développement de l'outil informatique ainsi que des réseaux sociaux qui permettent également à des personnes qui sont dans des zones non couvertes de pouvoir transmettre, de partager leurs données. Les menaces sont les ruptures, absence de couverture réseau et d'énergie. Donc, les échanges étaient vraiment très riches. Nous n'avons vraiment pas pu terminer le thème. Donc, voilà ce que nous avons fait dans le groupe 9 à ce niveau. Merci à vous. Merci pour cette restitution. Alors, je vois Flore Louinsia Bissambou qui a levé sa main. Donc, allons-y pour voir si Flore a des questions, des commentaires, des réflexions à partager en rapport avec la présentation du groupe 9. On vous écoute. Merci Reda. En fait, merci à Clarisse. J'ai bien suivi sa présentation. Mon problème, c'est vraiment pas la présentation de Clarisse, mais je voudrais quand même poser mon souci avant qu'on aille plus loin. La question telle que formulée au numéro 3, hein, le défi qu'on choisit dans le groupe, et c'est sur ça qu'on s'attelle. Bon, maintenant, j'aimerais savoir les 5 aspects de la surveillance qui se trouvent dans cette question 3-là. Est-ce que c'est en rapport direct avec le défi qu'on a choisi de travailler ou on évoque quand même les forces de façon générale? On l'a fait, on comprend, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça s'imbrique, quoi, les deux points-là. Est-ce que c'est en rapport direct avec le défi qu'on a choisi ou on émet carrément nos idées par rapport à nos expériences, voilà.
j'ai un peu de soucis là sur le point 3 là. Merci. Très bonne question, merci. Alors, non, effectivement, cela, en principe, est spécifique au défi. Donc, vous rapportez vraiment, vous faites l'analyse sur ces 5 axes, on va dire, euh, vraiment en rapport, en relation avec le défi. Avec le défi, ok. En même temps, ce n'est pas étonnant de voir des choses d'ordre plus général apparaître, surtout dans le cadre de discussion de groupe. Mais en ce qui concerne votre plan d'action, c'est vraiment la spécificité. Si on retrouve, lorsque vous relisez les plans de vos confrères et consoeurs, si vous trouvez des généralités, eh bien, même si c'est vrai, cela n'est pas très utile parce que ce qui compte, c'est votre situation à vous ou la situation de l'auteur que vous relisez. Qu'est-ce qu'il vous apporte de précis? Des généralités, tout le monde peut en émettre. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la spécificité de la situation, la spécificité du défi et la capacité donc d'analyse de l'auteur pour bien décrire, déterminer, délimiter, conscrire et circonscrire ce qui relève, donc ce qui est pertinent par rapport à son défi. Parce que l'objectif, de nouveau, c'est de développer, élaborer des actions correctrices qui vont corriger face au défi, donc l'analyse doit être cohérente. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Je vais me tourner justement sur cette question-là, peut-être vers Louis Rosenkrantz. On ne l'a pas encore entendu, donc il a circulé dans les groupes, donc vous avez peut-être eu l'occasion d'échanger avec lui. Louis, sur cette question, qu'est-ce qui fait la différence entre une analyse générale, voire générique, qui finalement, tout le monde peut être d'accord avec, mais ça ne change rien, ça n'apporte rien en termes d'analyse, et puis une analyse spécifique qui permet vraiment de bien déceler la nature du problème et donc des actions correctrices qui sont susceptibles de s'y adresser. Louis Rosenkrantz, donc du Centre de contrôle des maladies des États-Unis. Reda, la connexion c'est instable. Je ne peux pas écouter très bien. Ah, ok, bon, on comprend mieux pourquoi on n'a pas encore entendu de vos nouvelles. On espère que vous arrivez quand même à suivre. Merci à Clarisse Iawa et très bonne question de Flore. On vous encourage et les experts de l'OMS et du CDC pareil, donc à poser vos questions. On va maintenant vers le groupe 8 avec Erisoa Feno. Alors, Erisoa Feno, je vous demande d'activer votre micro. Et après, il nous restera donc le groupe 7 et le groupe 4. On espère peut-être qu'on va y arriver à partir du moment où chaque présentateur ou présentatrice tient compte du facteur temps, se rappelle qu'il y a d'autres personnes, d'autres groupes qui doivent encore présenter. On vous écoute, Erisoa Feno. Merci beaucoup, Reda. Tout le monde voit mon écran? Oui, 5 sur 5 et 20 sur 20. Voilà. Donc, nous sommes le groupe 8. Nous sommes 9 dans le groupe et je tiens à remercier tout le monde du groupe pour la réalisation de notre travail. On avait du mal à démarrer hier, mais on a pu quand même terminer aujourd'hui. Donc, on a sollicité tout le monde pour participer. Il y avait une personne qui n'a pas répondu. Là, on ne sait pas, peut-être que c'est un problème de connexion, mais on ignore. Donc, notre défi a été proposé par M. Christophe de la RDC qui concerne l'appropriation des activités de la surveillance des MEV par le gouvernement en matière de financement. Donc, pour le contexte, on a survolé en général que ça n'a pas été vraiment précisé, mais c'est que le constat, c'est que le financement par la MEV est vraiment toujours par les partenaires. Donc, il y a une faible implication des gouvernements. Et par rapport à la main-d'œuvre, on a pris tout d'abord les forces et les faiblesses. Donc, il y a des motivations des acteurs et des personnels quand il y a les financements. On peut aussi augmenter le nombre de ressources humaines à tous les niveaux afin d'assurer le développement d'une main-d'œuvre qui est capable d'exercer. Mais comme point faible, c'est l'implication des sites communautaires et structures privées et confessionnelles. Côté laboratoire,
c'est la disponibilité du plan national pour le réseau de laboratoires et la mise on peut aussi mettre la mode opératoire standardisé pour gérer les relations à l'intérieur du réseau national du laboratoire et les faiblesses et le faible taux de détection de MEV, pas assez de réseaux de laboratoires mis en place. Pour le système d'information, la disponibilité du système de collecte des données nationales avec les SSE et le point faible, c'est la mauvaise qualité de données et le retard de rapportage et de riposte en même temps. On peut aussi mener une recherche opérationnelle comme point fort et des fois, le côté négatif, c'est la non-utilisation des résultats de ces recherches. Pour les financements durables, la force, c'est la pérennité de la surveillance et le point faible, c'est la mauvaise gestion des ressources et l'amélioration du financement du pays. Pour le côté opportunité et menace, pour la main-d'œuvre, c'est l'implication et engagement de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les autres départements ministériels. Et le menace, c'est la refus des personnels sur la mise en œuvre dans la recherche active des MEV. Du côté laboratoire, c'est une évaluation systématique du réseau laboratoire comme opportunité. Et la menace, c'est la détection non sûre et exacte des agents pathogènes responsables des MEV. Pour le système d'information, c'est l'analyse et la mise en relation des données du pays. Et la menace, c'est l'impact négatif sur la prise de décision. Et l'opportunité en recherche, c'est la possibilité d'une allocation de fonds pour la recherche. Et pour le financement, la menace, c'est que les financements de partenaires sont souvent limités dans le temps. Dans le cadre de ce défi, nous avons fixé l'objectif spécifique d'amener le gouvernement à allouer plus de financement pour la surveillance des MEV. Et nous avons pu partager des expériences concernant le financement. Par exemple, à Madagascar, surtout dans le volet communication, je vais essayer de résumer. Dans le volet communication, on a mis en place un comité de communication sur les risques et engagements communautaires au niveau régional, sous le lead vraiment du gouverneur de la région. En fait, c'est le représentant du gouvernement au sein de la région, là où on pourra introduire la surveillance de la MEV et qui fera partie intégrante des activités de sensibilisation de toutes les entités concernées. Donc, ça ne va plus concerner uniquement le ministère de la Santé, mais ça va aussi intégrer les autres ministères, par exemple le ministère de l'Éducation, de la Communication, des Jeunesses et des Sports, donc tous ceux qui peuvent participer dans la surveillance. Au Burkina Faso, notre collègue nous a partagé que toutes les activités dans le cadre des surveillances sont entièrement financées par les partenaires, surtout l'OMS, et cela entrave la surveillance. Mais malgré cela, il y avait une prise d'initiative locale qui a été prise par les médecins-chefs des districts en collaborant avec le niveau communautaire sur la recherche des MEV après avoir formé les agents communautaires et en les motivant de 20 000 francs par mois. Notre collègue de la RDC nous a partagé qu'il y a l'implication de tous les acteurs, les épidémiologistes, des experts, et donc il y a une approche multisectorielle et que le paquet au niveau communautaire, c'est un paquet complet qui est disponible pour la surveillance des MEV. Et il y a aussi les PTF qui motivent les agents de santé dans la surveillance. Au Cameroun, notre collègue a partagé l'appui des partenaires et du gouvernement, mais les difficultés rencontrées sont surtout sur la motivation des agents sur le terrain, surtout sur l'acheminement des échantillons, puisque les laboratoires ne sont pas à proximité et que aussi les personnels ne sont pas qualifiés. Et notre collègue de la Guinée, qui travaille au sein du service de pédiatrie, nous a partagé dans le cadre de la surveillance qu'il y avait des détections de cas de rougeole. Il y avait vraiment une épidémie de rougeole
Donc, elle a travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé, mais ça a créé une petite discussion dans notre groupe qu'il y avait des cas de répétition de rougeole malgré la vaccination, mais qui a été amélioré par la campagne. Nous, on a discuté ça dans le groupe et j'aimerais solliciter l'avis des experts par rapport à ce point. Et j'invite aussi notre collègue d'intervenir par la suite pour plus d'explications si on a encore le temps. Et pour terminer, par rapport aux actions concrètes, nous avons pu énumérer qu'on devrait former un comité pour faire le plaidoyer. Et puis, on va mener un plaidoyer auprès des autorités administratives pour mobiliser le financement à tous les niveaux, c'est-à-dire on doit le financement jusqu'au niveau provincial, même jusqu'au niveau des districts pour la surveillance. On doit mobiliser le partenariat public-privé ainsi que toutes les parties prenantes. Donc, on va faire une approche holistique dans la surveillance de la MEV, mobiliser aussi les partenaires non traditionnels, élaborer un plan national de laboratoire et enfin recruter, former les personnels pour renforcer la surveillance des MEV. Donc, je vous remercie. C'est ce que nous avons pu vous partager dans notre travail dans le groupe 8. Merci. Merci. Alors, pour cette présentation, de nouveau, j'aime beaucoup cette approche où les pays, voilà, selon les personnes ou les pays, les expériences sont partagées directement dans le document. Alors, maintenant, on a le groupe 7, voilà, avec Gangak, qui va peut-être donner son nom plus complet, pour représenter le groupe 7. Donc, j'arrête le partage d'écran pour le groupe 8. Et on passe maintenant au groupe 7. Gangak, c'est à vous. Et de nouveau, j'apprécie et je reconnais les commentaires des apprenants qui chantent les louanges du groupe 8 et de la restitution faite par Madame Feno Erisoa. Gangak, on vous écoute. Merci Reda pour la parole. Je remercie aussi aux différents membres du groupe 7 qui ont contribué à ce que ce travail soit fait. Nous sommes 10 pour le travail du groupe 7. Et, vous m'excusez, je viens de perdre. En tout cas, on vous entend et on voit vos notes. Donc, nous, on n'a rien perdu pour l'instant. Par contre, sachez que vous avez 6 minutes maxi en tout et pour tout, parce qu'on doit clôturer cette séance. Malheureusement, je crois qu'il y aura 2 groupes, les groupes 4 et 6, qui n'auront pas pu présenter du fait de la longueur relative de certaines présentations. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est un travail de hier qu'on a continué. Nous avons Papasoa Napo qui nous a rejoint. À part lui, le reste était les mêmes membres. Comme défi, c'était le financement durable du système de surveillance des MEV. Le propriétaire de ce défi, c'était aussi Tarpessi. Donc, nous trouvons qu'il faut vraiment pérenniser les financements à travers les sources de financement innovants. Et comme force, nous avons énuméré la volonté politique, l'existence d'un système de surveillance dans le pays, la disponibilité des acteurs de surveillance des MEV. Et pour ce qui concerne les faiblesses, nous notons la non prise en compte de la surveillance épidémiologique dans les lois des finances, l'insuffisance des ressources financières allouées à la surveillance, la faible intégration des activités, la faible implication des acteurs locaux dans les financements de la surveillance. Pour opportunité, on a noté l'existence des partenaires, le financement de la majorité des
l'activité de la surveillance par les partenaires en général. En ce qui concerne le volet des menaces, nous notons que les financements sont basés majoritairement sur l'appui des partenaires extérieurs. Alors Gangak, juste, moi aussi je suis bloqué, mon écran reste bloqué sur les notes du rapporteur modèle. Donc si vous voulez bien faire défiler votre fichier Word, sinon c'est peut-être un problème de connexion. Voilà. L'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières dans les activités de surveillance MEV, l'insécurité et la perte du matériel doté par les partenaires dans certaines zones de santé pour la collecte des données, l'instabilité du personnel à cause des faibles motivations. Pour ce qui concerne la main-d'œuvre, la force, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre pour la surveillance des MEV à tous les niveaux, pyramide sanitaire. Et comme faiblesse, c'est le manque de formation continue, la faible fidélisation de certains agents dans la formation en matière de surveillance épidémiologique, la démotivation des points focaux de la surveillance MEV par manque de motivation, perte des agents qualifiés, faute de motivation. Gangak, on ne voit toujours pas votre document. Ce qu'on va faire, c'est peut-être essayer, je vais désactiver la présentation. À vous de repartager votre écran, mais cette fois-ci, faites défiler votre fichier Word, s'il vous plaît. Je crois que c'est peut-être un problème de bande passante. Allez-y. De toute façon, il vous reste 2 minutes pour conclure. OK, là, on voit les opportunités, les menaces. Vous voyez? Oui. Donc, oui. Pour ce qui concerne les opportunités, il y a l'existence des formations en FTFI par les partenaires CDC. Et puis, nous avons les formations sur les plateformes comme OMS Scholar, l'accompagnement des partenaires dans la surveillance communautaire MEV. Comme menace, nous avons l'instabilité politique et l'insécurité, l'orientation des ressources vers d'autres urgences sanitaires telles que COVID, qui était un exemple palpable. Au niveau des laboratoires, nous avons comme force l'existence de laboratoires de référence pour les MEV, l'existence des agents formés biologistes, techniciens de laboratoire. En ce qui concerne les laboratoires, le personnel de laboratoire doit avoir une bonne formation pour l'analyse des différents échantillons provenant des MEV. L'achat des différents réactifs est influencé par les financements durables provenant soit de l'État, soit des partenaires qui œuvrent avec nous dans la surveillance. Ça, ce sont des forces. Pour ce qui concerne les faiblesses, nous avons la faible implication des acteurs nationaux par rapport au cheminement des échantillons de laboratoire, le retard dans l'envoi des prélèvements au niveau des laboratoires de référence. Si vous entendez la musique, c'est parce qu'il est temps de conclure, Gangak. Et je sais, on n'a pas été suffisamment rigoureux sur le temps des présentations. La responsabilité est partagée, mais je vous demande donc de conclure pour qu'on puisse terminer cette séquence. Pourquoi? Parce que l'étape la plus importante de la formation vous attend, c'est l'élaboration de votre plan d'action. Quel sera votre mot de la fin, cher Gangak, pour le groupe 7, s'il vous plaît? Bon, merci beaucoup. Nous remercions à tous les membres qui ont beaucoup contribué. Et nous tenons à remercier aussi l'initiative de la formation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quoi qu'il en soit, donc les notes des rapporteurs seront disponibles, comme vous le savez, pour l'ensemble des apprenants. Donc tout le monde pourra y accéder, relire. Donc si vous souhaitez en savoir plus, il y a des choses intéressantes qu'on n'a pas pu aborder dans toutes ces présentations.